Bienvenue sur Philanthropio. Je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier mon partenaire Altrui. Altrui est une association digitale sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l'engagement associatif. Ce sont eux qui, par exemple, avaient organisé le premier podcaston caritatif en mars dernier. Et en ce moment même se déroule la première édition du Giving Link, la plus grande opération caritative jamais tentée sur LinkedIn. Pendant 2 semaines, plus de 200 personnalités influentes s'engagent à faire un don à l'une des 26 associations présélectionnées et à le faire savoir sur le réseau pour inciter ceux qui les suivent à faire de même. L'opération se termine le 15 octobre et je compte sur vous pour me suivre dans cette aventure LinkedIn. Si vous êtes actif ou active sur LinkedIn, rendez-vous sur www.givinglink.org. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous le répétez? Philanthropique. Philanthropique. Je voudrais un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Peut-être avez-vous entendu en septembre dernier le cri d'alerte des Restos du Cœur accusant un déficit de 35 millions d'euros et qui va devoir refuser au moins 150 000 bénéficiaires. Cette actualité qui nous rappelle que notre société d'abondance n'est pas en mesure de nourrir tout le monde coïncide à quelques mois près avec la sortie du livre de l'anthropologue Bénédicte Bonzi, La France qui a faim. J'ai l'honneur de la recevoir aujourd'hui pour poser un regard critique sur le fonctionnement de l'aide alimentaire après une recherche-action de 5 ans aux côtés des bénévoles de l'association. En la lisant, j'ai vraiment pris la mesure de l'interconnexion entre notre système de production, le don et les lois du commerce. J'espère que vous l'apprendrez aussi en l'écoutant à mon micro. Il est possible que vous entendiez quelques gazouillis de bébé pendant notre interview. En effet, Bénédicte a accueilli son 2e enfant l'été dernier, alors souhaitons-lui le meilleur pour sa vie à venir. Bonne écoute! Bonjour Bénédicte. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur Philanthropio. Je vous ai découverte un peu par hasard via un post de Vincent Hédin que j'ai reçu dans l'épisode 16 et qui faisait la promotion de votre livre « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires » paru aux éditions Seuil il y a quelques mois. Et c'est un ouvrage à la fois riche, passionnant et éclairant sur les drames qui se jouent de la graine à l'assiette, donc des deux côtés du système alimentaire. Vous y analysez également de quelle manière l'économie du don et l'économie de marché se superposent au sein de ce système. Mais avant de rentrer au cœur de votre travail, je vais vous présenter rapidement à nos auditeurs. Alors, vous êtes docteur en anthropologie sociale, chercheuse associée au LAIOS, laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales de l'École des hautes études en sciences sociales, et vous êtes spécialisée sur la question des violences alimentaires, concept que vous avez développé dans votre thèse et que vous abordez tant d'un point de vue agricole que dans la dimension du don alimentaire. Et aujourd'hui, vous accompagnez les collectivités dans leur transition alimentaire chez Auxilia Conseil. Alors, ce livre, c'est le fruit de 5 ans de recherche-action au Restaurant du Cœur et plus précisément au sein des centres de distribution du département de la Seine-Saint-Denis et pendant les maraudes aussi que vous avez effectuées entre 2017 et 2022. Et de cette immersion, vous êtes ressorti avec un regard critique sur l'aide alimentaire en ayant au préalable analysé le système alimentaire sur lequel elle s'appuie. Un système dont vous nous montrez à la fois les limites, les dysfonctionnements et les paradoxes, où on prend conscience vraiment qu'on marche complètement sur la tête aujourd'hui, puisque on vit clairement dans une société d'abondance avec des surplus, alors qu'il y a près de 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire en France. Donc ça, déjà, c'est le premier paradoxe. Et ça ne date pas d'hier, puisque les Restos du Cœur ont été fondés en réaction à cette aberration par Coluche en 1985. Et à l'époque, ce dernier voulait montrer un petit peu l'exemple à l'État. Sauf que 37 ans plus tard, ce qui devait être une solution temporaire s'est pérennisé et la situation a même empiré, en particulier depuis la Covid.
Aujourd'hui, les restos, c'est une grosse machine avec 70 000 bénévoles et 2200 antennes à travers la France. Et donc vous avez un peu infiltré cette grosse machine pour essayer d'en comprendre les rouages. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi ce dispositif d'urgence créé à la suite d'une crise s'est transformé en pratique institutionnalisée? Autrement dit, pourquoi nous en sommes encore à agir sur les symptômes plutôt que les causes du problème? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que cette institutionnalisation de l'aide alimentaire, elle se situe dans un temps particulier qui est l'essor et la prédominance d'un système capitaliste, où du coup la faim est devenue un marché comme un autre. Donc à partir du moment où on crée un nouveau marché et de nouveaux débouchés économiques, eh bien on ne lutte pas contre la pauvreté, on en a au contraire besoin pour nourrir ces différents marchés. Et l'autre raison qui me semble très importante aussi à relever par rapport à l'existence des Restos du Cœur, c'est qu'à mon avis, si Coluche était encore en vie, les choses seraient bien différentes. La création des Restos du Cœur, elle intervient vraiment, j'ai envie de dire, par le ressenti fort de Coluche. C'est une action de générosité, c'est vraiment le Coluche au grand cœur qui répond à un appel que lui entend et ça lui permet d'en formuler un autre, un appel à l'aide de Français qui voient en fin de compte peut-être d'un mauvais œil ou en tout cas qui ne comprennent pas des aides des artistes français vers l'étranger, alors que ici des personnes ont faim. Et ça touche énormément Coluche, cette prise de conscience-là. Du coup, lui, il se donne pour objectif, par la création des Restos du Cœur, de faire la démonstration que quand on veut agir contre des maux de société et répondre aux demandes des personnes, c'est possible. Et c'est important de se figurer qu'il veut répondre à la demande des personnes, pas à autre chose. Donc, les personnes disent « on a faim et il faut une aide d'urgence », il développe les Restos du Cœur pour apporter en urgence de la nourriture. Avec, pour lui, cette idée que les Restos du Cœur, ça ne doit durer qu'un an, que la question alimentaire doit être vite réglée et dégagée pour arriver à une autre demande des personnes, pouvoir travailler et vivre dignement de leur travail. Justement, là, alors ça c'est, on va dire aussi l'aspect politique de la chose. D'ailleurs, vous rappelez dans votre livre que ce droit à l'alimentation, il est inscrit, mais il n'est pas opposable. C'est-à-dire que, en fait, on reconnaît l'existence de ce droit, mais il n'y a pas de mécanisme juridique ou administratif qui permet aux individus de faire valoir ce droit. Est-ce que ça, c'est pas aussi une des raisons qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à sortir de cette spirale ? Alors c'est pas un droit contraignant, mais du coup on pourrait tout à fait être dans un état qui fait le choix de répondre différemment et d'une autre manière. Là, ce qui est intéressant en fait d'observer dans le système qui s'est développé en France, c'est que il y a une confusion entre le fait de répondre au droit à l'alimentation et l'aide alimentaire. On confond en fait le fait de remplir le ventre de quelqu'un avec celui de lui donner un droit à l'alimentation, c'est-à-dire le droit d'être nourri en quantité suffisante avec des aliments de qualité qui correspondent à la culture des personnes, une alimentation qui est fournie dans un accès non entravé, parce que accéder à l'aide alimentaire, c'est subir du contrôle, c'est avoir des horaires particulières et c'est pas du tout conforme à ce que pourrait dire le droit à l'alimentation. Et la France, elle fait le choix de plutôt répondre aux obligations de l'Organisation mondiale du commerce, qui a les traités de libre-échange et donc l'imposition du libéralisme, que de répondre aux droits de l'homme et aux conventions internationales du droit de l'homme. Mais on pourrait tout à fait se dire que même sans droit opposable, on améliore la situation des personnes. C'est vraiment un choix politique. À l'époque, Coluche, il avait réussi à instaurer un vrai rapport de force. Je crois qu'il avait inspiré notamment la création du programme européen d'aide aux démunis en 1987. Ensuite, il y a eu la loi Coluche. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce rapport de force, quand on entend Patrice Douré, qui est le PDG des Restos du Cœur, annoncer en plein journal télévisé que son organisation pourrait mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans?
Alors, première chose, le programme européen d'aide aux plus démunis, c'est pas Coluche qui l'instaure. Ça existe, c'est une aide internationale pour l'alimentation. Ça permet en fait, et c'est vraiment là le lien avec le lien avec l'agriculture, il est là aussi. C'est qu'on est dans un système où pour produire assez, il faut produire trop, et donc on a des stocks. Et Coluche, et pas que Coluche, Balavoine aussi, ça fait un moment qu'ils observent ces stocks et qu'ils demandent en fait l'usage de ces stocks. Balavoine l'avait fait pour demander du lait pour les donner à d'autres pays en se disant voilà, on l'a à disposition, pourquoi laisser des gens dans la famine? Et on l'avait remis à sa place en lui disant les artistes, ils doivent s'occuper de ce qui les concerne, c'est-à-dire faire le show et pas de la politique. Et Coluche arrive plus tard et donc il va lui, je pense à la fois grâce à l'enseignement qu'il a eu dans sa campagne présidentielle et aussi au vécu commun qu'ils ont avec Balavoine sur les aides internationales qu'ils ont pu faire et tout système pour l'Éthiopie ou SOS Racisme, toutes les organisations qu'ils ont créées, il sait qu'il faut un peu prendre de surprise le politique pour le contraindre. Et donc, c'est un peu un effet de surprise quand Coluche, il va proposer, en fait, la création des Restos du Cœur. Et il s'est bien renseigné, il sait ce qu'il peut proposer, comment il doit le proposer. Mais voilà, il prend un peu par surprise pour que cela puisse se faire. Et c'est ça qui est magique et où tout le monde, en fait, entend cet appel qui est très simple, si on en analyse les termes, quoi. C'est il observe que il y en a qui ont du temps, qu'il y en a qui ont des produits à distribuer et que si on met tout ça ensemble, on peut en effet tout de suite répondre à cette urgence en attendant d'améliorer la condition des personnes. Et du coup, la loi Coluche, elle est importante parce que c'est ne pas pénaliser celui qui donne de son temps et l'encourager à le faire. Via la défiscalisation, mais c'est pas du tout dans ce qui est, c'est beaucoup moins dans l'idée de ce qui est utilisé aujourd'hui, où finalement il faut donner de l'argent pour avoir de plus en plus d'argent. C'est pas ça dans l'idée de Coluche. Dans l'idée de Coluche, le don des personnes et le principe de défiscalisation, c'est juste pour que tout le monde puisse donner. Et que ce soit pas toujours les mêmes en fait qui donnent. Donc là aujourd'hui, la loi Coluche, elle est un peu dévoyée dans le sens où on va appeler loi Coluche des systèmes de dons qui sont utilisés par des entreprises et pas par des particuliers en termes d'allègement fiscal et qui rentrent dans leurs calculs économiques. C'est donc plus du don puisqu'on en attend la contrepartie pour le faire. Coluche, il en appelait à la générosité et au partage. Et aujourd'hui, on est sur la contractualisation de marché avec des contreparties économiques qui viennent de l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, ce rapport de force, qu'est-ce qu'il est devenu au sein des Restos du Cœur ? Alors, pour moi, le rapport de force, il est réel, mais on n'a pas l'audace, le courage de l'utiliser. Et tout simplement parce que on ne veut pas faire souffrir les personnes qu'on vient aider, et c'est bien normal. Le rapport de force, il est réel quand au moment de la crise sanitaire, le préfet de Seine-Saint-Denis dit il faut absolument que l'aide alimentaire se poursuive, et donc s'il n'y a plus suffisamment de bénévoles pour les organisations, il faut qu'on envoie des personnes salariées, parce que sinon on va avoir des émeutes de la faim dans le territoire. Donc le rapport de force, il est réel, puisque si on n'a pas l'aide alimentaire qui permet de répondre en urgence aux personnes qui ont besoin de manger, eh bien on pourrait avoir des explosions de violence, des vols, des émeutes de la faim, des pillages. Et des pillages, on en a eu il y a pas longtemps en Seine-Saint-Denis au moment des émeutes. Vous en parlez très bien dans le livre. En fait, aide alimentaire égale paix sociale. C'est-à-dire que lorsque les bénévoles, je vous cite, distribuent leurs plats de résistance, c'est avant tout une population économiquement à l'abri qu'ils protègent des conséquences de la pauvreté. Donc, vol, révolte, émeute de la faim, qu'on a vu se multiplier en particulier depuis la pandémie et le passage aussi de l'inflation. Oui, mais c'est important de vraiment resituer ça dans une perspective de résistance. C'est-à-dire que je pense que l'action de l'aide alimentaire est indispensable tant qu'on n'est pas prêt
à créer un nouveau modèle, un autre modèle un autre système alimentaire capable de nourrir tout le monde d'une manière en fait juste. On va revenir sur cette notion de marché que vous citiez en introduction. Parmi les constats que vous faites, il y a une déconnexion totale entre l'aide alimentaire et la politique alimentaire. C'est-à-dire que le droit d'accès à l'alimentation, il est bafoué au nom du libéralisme économique. Et vous parlez d'un marché de la faim. Expliquez-nous un petit peu en quoi l'alimentation est une marchandise comme les autres. Alors, elle est devenue une marchandise comme les autres, on le voit, puisque par exemple, s'il y a de l'inflation, eh bien, les denrées alimentaires vont subir cette inflation, et on n'a pas quelque chose qui est sacralisé pour dire on garantit le prix et l'accessibilité de l'alimentation pour toutes et tous. En passant, on le fait pour le pétrole, mais on le fait pas pour les denrées, tout à fait. Ce marché de la faim, en fait, il se crée de plusieurs manières. On l'a évoqué au départ de l'entretien. Au départ, Coluche, il vient taper dans des stocks qui existent déjà. On les a, c'est sur production, et donc c'est les produits que n'importe qui peut avoir dans son placard. Ce sont la même chose. Sauf que l'évolution fait que les flux tendus et le libre-échange font qu'on ne stocke plus rien au niveau européen. On est en flux tendu. Ce sont les producteurs qui gardent leur surplus sur les bras, quitte à les détruire parfois, d'où leur grande souffrance. Et du coup, on va acheter des denrées et avoir des marchés particuliers pour et c'est de cette manière-là où, par exemple, on a eu des scandales dans l'aide alimentaire, le fait d'acheter du poulet gonflé avec de l'eau ou de la viande qui contenait beaucoup de choses, mais aucun morceau de viande. Donc, du coup, on est sur des grands appels d'offres qui après vont transiter au niveau de France Agrimer, au niveau de la France en tout cas, pour redispatcher en fait des produits achetés. Et autre chose, les structures de l'aide alimentaire, quand elles font appel aux dons économiques en fait des particuliers, là aussi elles vont lancer des politiques d'achat. Donc elles subissent l'inflation, d'où la problématique des restos du cœur. Mais donc voilà, on est bien sur le fait d'acheter des produits. Ces produits donnés ont un coût réel pour ceux qui l'organisent. Et ce marché de la faim, ensuite, il a encore une autre dimension, c'est que on va avoir notamment il y a le mauvais usage du don. On a toute la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire qui vient se confondre avec la politique de l'aide alimentaire et qui viendrait dire aux associations qui luttent contre la pauvreté en donnant à manger qu'en plus elles doivent se charger du gaspillage alimentaire. Et là, c'est de manière très visible qu'on crée un marché et qu'on utilise un peu à outrance le terme de don. C'est-à-dire que les supermarchés vont donner, et on met ce terme entre guillemets, des produits en échange d'une contrepartie, puisqu'ils vont être défiscalisés sur ces produits donnés. Mais puisqu'ils connaissent la contrepartie avant de donner, c'est ça qui motive le don, pour moi, on ne parle plus de don. Autre dimension qui fait qu'il est difficile de parler de don, c'est qu'on est dans une convention qui est une forme de contrat qui lie l'association au supermarché, où l'association s'engage en fait à venir chercher les produits et à les redistribuer, et à en assurer la chaîne du froid, etc. avant de les redistribuer. Donc elle prend tout en responsabilité. Auparavant, avant la mise en place de cette loi, un supermarché s'il devait détruire des denrées alimentaires, il devait payer une taxe pour cette destruction. Donc là, on leur fait vraiment un beau cadeau puisqu'ils ne payent plus de taxes, mais ils reçoivent en fait cette contrepartie économique, et en plus, ceux qui se chargent du transport des produits, ce sont les associations qui, elles, n'ont rien reçu pour faire ce travail-là, elles le font gratuitement. Parce que ce sont des bénévoles. Alors on a eu la naissance de quelques start-up qui elles font pas forcément les choses gratuitement, mais profitent également de défiscalisation ou de politiques d'aide de lutte contre le gaspillage alimentaire, et elles sont d'ailleurs venues concurrencer les structures de l'aide alimentaire en prenant les produits que eux avaient pour habitude de récupérer pour faire des petits plus aux personnes qui viennent se servir
à l'aide alimentaire. Ce marché de la faim, moi je le qualifie d'indigne, notamment dans l'usage un peu galvaudé de la terminologie du don, parce que donc je viens de dire que pour moi il ne s'agit pas de don, mais si on leur concède encore de faire du don, à ce moment-là on voit que l'échange il se passe entre un supermarché et puis l'État qui défiscalise, et qu'à ce titre-là, la personne qui va recevoir la nourriture en bout de chaîne, elle ne devient qu'une variable d'ajustement d'un système qui surproduit. On va pas encourager en fait les supermarchés à moins gaspiller, puisqu'on leur a créé un débouché qui peut leur permettre d'assurer économiquement les choses qui coûtaient auparavant. Donc, en fait, le dispositif dont on vient de parler, ça s'appelle la loi Garot. Vous le dites, d'ailleurs, les associations n'ont pas vraiment le choix parce que si elles font la fine bouche, il y aura d'autres associations pour venir faire la ramasse. Il y a aussi la concurrence avec les chantiers d'insertion. Il n'y a pas vraiment d'alternative à ça, quoi. Alors, non seulement c'est pas une alternative, mais c'est vraiment une vision utilitariste de l'aide et de l'engagement des personnes. Et c'est ça aussi qui mérite d'être souligné, c'est que les personnes qui s'engagent dans l'aide alimentaire, elles sont pas là pour gérer des poubelles en plus. Et c'est important de le dire. Effectuer une ramasse, trier les produits, redonner de rendre le produit beau pour celui qui va le recevoir, c'est un travail extrêmement dur. Et c'est là, par contre, où on a toute la magie du don, où les bénévoles arrivent à charger de justice les colis et les plats qu'ils vont distribuer ensuite. Et c'est pas rien, parce que eux, ils absorbent, en fait. C'est là aussi où eux, ils absorbent toute cette violence et toute cette injustice en étant les premiers témoins. Mais comme on leur confie une mission sans leur donner les moyens de l'accomplir, ils n'ont pas vraiment le choix que de récupérer cette nourriture-là. Ça me fait penser un petit peu aux dons de vêtements pour l'Emmaüs ou d'autres, la Croix-Rouge, peu importe, qui se plaignent quand même régulièrement d'être prises pour des dépotoirs, quoi, finalement, au lieu de jeter leurs vêtements parce qu'ils sont plus vraiment dignes d'être portés, ils vont en faire don aux associations, quoi. Ça me fait un petit peu, en tout cas, j'avais envie de faire ce parallèle parce que ça me fait beaucoup penser à ça, où on prend un petit peu les associations pour des charges, quoi. Et surtout, ce qu'on vient signifier au destinataire de ces dons, c'est que c'est bien assez bon pour lui. Et c'est là où, que ce soit le vêtement ou l'alimentation, c'est vraiment un marqueur de classe, et l'injustice est saillante. Puisque celui qui peut payer, il va décider en fait de ce qui est assez bon pour l'autre à la place de l'autre. Vous employez un mot très très fort, celui de violence alimentaire, puisque on comprend bien que l'aide alimentaire c'est utile à plein de choses, comme maintenir la paix sociale, on l'a dit, lutter contre le gaspillage alimentaire, trouver des débouchés aux excédents alimentaires, défiscaliser. Et le bénéficiaire dans tout ça est une variable d'ajustement, comme vous l'avez dit précédemment. Alors, c'est tout ça que vous appelez la violence alimentaire ? Les violences alimentaires, en fait, je les ai qualifiées. Pour la première raison, c'est que ça me paraissait très important de rendre visible un phénomène invisible et de s'intéresser à ce que ce système faisait aux personnes qui y ont recours. Du coup, en aucun cas, il est question de dire que l'aide alimentaire est violente. Bien au contraire. Dans mon analyse, je vois à quel point, grâce aux dons, les bénévoles arrivent à mettre en place une forme d'économie morale et résistent. Mais malgré tout ça, l'injustice est prégnante. On est dans un État qui a ratifié des traités internationaux, donc qui devrait tout faire pour mettre en place le droit à l'alimentation, où la nourriture est produite en abondance, on se balade dans la rue, on a maintes propositions de denrées, donc l'alimentation circule, ce n'est pas le problème, mais on a des processus de confiscation et un accès qui est rendu difficile pour certaines personnes, et ça a des incidences et physiques et psychologiques sur elles. Physiquement, on constate en fait que les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, surtout pendant des années, vont avoir des problématiques de santé, de l'obésité, de l'hypertension artérielle, des problèmes d'anémie par exemple, des problèmes dentaires. Et puis, il y a tout un impact psychologique. Et cet impact psychologique, on en parle peu parce que c'est sournois.
l'aide alimentaire qui devrait être cantonnée à l'urgence, en fait, ne devrait pas avoir ces effets-là parce que on devrait être sur un phénomène très ponctuel dans la vie des gens. Or, l'aide alimentaire est devenue en France le moyen de se nourrir de millions de personnes. Et à ce titre-là, subir le contrôle, ressentir la honte, considérer que le fait qu'une maraude ne puisse pas passer est une menace, vivre l'inversion de la faute quand on nous donne pas accès à des produits de qualité mais qu'on nous donne des recettes dans lesquelles on nous invite à suivre un équilibre alimentaire pour la santé de nos enfants, voilà, sont tout un tas en fait de phénomènes qui font que les personnes vont être atteintes en fait dans leur dignité, et cette atteinte elle peut être irréversible. En fait, on se rend compte que l'aide alimentaire, c'est devenu une source principale d'alimentation à tel point que les bénéficiaires de la maraude, par exemple, splitent leur repas en 2, voire en 3, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autres sources d'alimentation, quoi. Ce qui devait être un complément est devenu une ressource principale. Tout à fait. En tout cas, moi, dans les maraudes du 93 que j'ai accompagnées, j'ai assisté à ça. Énormément de personnes, en fait, viennent au camion récupérer le repas chaud, qui sera le seul repas de la journée, et vont utiliser ce qui est censé être le sac dessert et contenir l'entrée et le dessert pour se nourrir le lendemain. Donc, ils vont aussi être en demande de tout ce qui peut être fourni en plus. Donc, d'où l'importance des ramasses. Parce que en effet, ça peut permettre à des personnes d'avoir, alors pas que des ramasses, mais aussi par exemple ce qu'on vivait beaucoup dans le cadre de la maraude, c'était d'aller récupérer des choses dans les boulangeries et du coup d'avoir un sandwich pour le lendemain, ça peut être très important pour les personnes. Alors, vous parlez aussi de la place de l'éthique dans le don alimentaire qui doit guider comment donner, quoi donner et dans quel but donner. Si vous deviez rédiger une charte éthique, quels seraient les principaux commandements ? Le premier, ça serait de vraiment toujours penser la réciprocité du don. Ne jamais mettre quelqu'un dans une position où il ne pourra pas rendre ce qu'on lui a donné. Et ensuite, de ne pas utiliser le don pour autre chose que ce à quoi il sert. C'est-à-dire, il permet des relations sociales intenses et en ça, il peut produire des choses assez incroyables qui nous dépassent, mais il ne permet pas la justice. Et donc, le don ne va pas nous permettre de répondre à un droit. Et en ce sens-là, l'éthique viendrait dire que si le don vient se substituer à un droit, eh bien, je ne suis plus dans le don, mais je vais de toute façon avoir des personnes qui vont être dans la domination. Et donc, d'éviter en fait toute forme de domination. Est-ce qu'il y a aussi cette idée d'introduire la notion de plaisir alimentaire qui est complètement éclipsée dans le portrait, parce qu'on parle d'équilibre, d'hygiène alimentaire, mais finalement cette notion de plaisir, elle est absente, quoi. Elle est absente et elle est pourtant centrale pour restaurer de la dignité, pour retrouver de la convivialité autour des repas. On assiste quand on fait de la distribution alimentaire. Alors j'ai jamais assisté à cette image très impactante qu'on a dans le film Moi John Blake, où cette femme va ouvrir une boîte de conserve et la manger avec ses doigts parce qu'elle a très faim. Mais en tout cas, dans les maraudes, on voit les gens protéger leurs assiettes, manger extrêmement vite et beaucoup trop vite. Comme si on gobait tout pour remplir le ventre, et on n'est plus du tout dans cette notion de plaisir. Et ça aussi, c'est un temps long de restaurer un rapport à la nourriture qui permette d'être content, de reconnaître des goûts différents, de les apprécier, de retrouver sa Madeleine de Proust. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Le plaisir de déguster, mais le plaisir de choisir aussi, parce que il y a une petite anecdote dans le livre, qui prête à sourire, mais qui, dans les faits, est quand même assez révélatrice. C'est celle des salsifis. Donc, il y a tout un stock de boîtes de salsifis à fourguer, et puis les bénévoles se plient en 4 pour user de stratégies auprès des bénéficiaires pour qu'ils puissent écouler leur boîte de salsifis. Donc, ils vont les présenter dans des belles assiettes, ils vont jouer un petit peu les démonstrateurs comme en supermarché. Ce moment-là dans le livre, c'était très révélateur de cette notion de plaisir alimentaire.
Après, du coup, ces moments de plaisir aussi, ils sont pas forcément liés à l'équilibre alimentaire, mais ils peuvent être liés à la convivialité. Quand finalement les moments de plaisir ou de détente que j'ai pu voir dans le terrain que j'ai fait avec les bénévoles des Restos du Cœur, c'était par exemple le moment dans un centre de distribution, le moment du café. Où il va y avoir des gâteaux, des viennoiseries. Alors on n'est peut-être pas dans le cadre de l'équilibre alimentaire, mais on était dans un cadre où les personnes avaient plaisir à se retrouver ensemble, à avoir quelque chose de chaud, de sucré, et à pouvoir discuter et échanger. Et on ressentait fortement en fait l'importance de ce temps-là. Un temps qui va par exemple être interrompu à cause de la crise sanitaire, où on va faire juste de la distribution de sacs, en se privant de ces moments de convivialité, où finalement le plaisir d'être ensemble, au-delà de ce qu'on mange, et qui peut être augmenté par le fait de partager des bonnes choses, va pas être pris en compte, alors que c'est essentiel. C'est très important cette question du lien que vous abordez parce que ça fait directement référence à ce que vous appelez la définition sociologique du don, qui porte beaucoup plus sur la relation de don que la chose donnée finalement. Donc c'est tout ce qui relève de l'invisible. Oui, dans le don en fait, il est chargé de valeurs morales ou immorales, d'une force créatrice ou d'une force maléfique, si on veut le dire autrement. La force créatrice, elle permet en effet de transmettre de l'amour, de la justice, de la confiance, de la considération à l'autre, et c'est assez formidable. Et en ça, c'est vrai que dans les dons directs qui s'exercent entre les bénévoles et les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, il y a quelque chose d'assez magique, de promesse, quelque chose d'assez irrécupérable aussi en termes de résistance par le capitalisme, quelque chose qui sait pas faire en fait cette façon de se relier, de se lier et d'arriver à se dire que on a d'autres droits et qu'on mérite mieux que la situation dans laquelle on est. Et à l'inverse, le don, il a aussi cette capacité à exercer de la domination, parce qu'on peut donner en excès ou empêcher l'autre de rendre, que j'évoquais tout à l'heure, en le considérant simplement comme une variable d'ajustement. Et dans un système économique où tout passe par l'achat, le compte en banque, il faut avoir un compte en banque, exister pour recevoir les différents paiements, il faut cette existence-là matérielle. Oui, ça devient problématique de se rendre compte que des personnes peuvent complètement disparaître du système parce qu'elles n'ont plus cette existence économique-là, et parce que même dans le don alimentaire qui est exercé, on ne les inclut pas dans la société, on n'attend absolument rien d'elles. Et cette injustice, en fait, on la retrouve aussi dans les travaux d'Amartya Sen, où on a vraiment cette notion de capacité qui vient nous dire que on doit considérer les personnes dans ce dont elles sont capables de faire, et on doit les inclure par rapport à leur capacité et non pas par rapport à quelque chose qu'elles n'auraient pas. Et voilà. Et le don là, le don tel qu'il est exercé et utilisé par le capitalisme, ne permet pas de s'appuyer sur la capacité des personnes et donc de leur redonner de la dignité et d'être dans une perspective de justice sociale. J'aimerais qu'on s'attarde à présent sur votre expérience au sein des restos, parce que 5 ans en immersion, c'est quand même pas rien. J'imagine que vous avez noirci énormément de carnets. Dans le livre, vous partagez bien sûr bon nombre de situations dont vous avez été témoin ou que vous avez vécues. Vous nous racontez aussi les coulisses d'un centre de distribution dont on ignore complètement le fonctionnement. Enfin, personnellement, moi, j'ai appris énormément en vous lisant. Alors, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience ? Peut-être l'invisible et la force de l'esprit Coluche. J'ai trouvé que c'était incroyable comment un homme pouvait laisser son empreinte plus de 30 ans après, avec des personnes qui l'ont connu, mais d'autres qui ne l'ont pas connu, et qui arrivent à ressentir viscéralement la force d'un appel pour agir au quotidien. Parce que peut-être c'est ça aussi l'autre surprise, c'est extrêmement dur d'être bénévole
pas un jour, 2 jours, mais d'être bénévole sur la durée. C'est dur par rapport à ceux dont on est le témoin et par rapport à l'impossibilité de voir changer certaines situations inacceptables. Voilà, moi je n'ai toujours pas digéré et accepté le fait de pouvoir côtoyer des personnes qui vont mourir seules dans la rue, des enfants qui vont dormir dehors, toutes ces choses-là en fait dont on est témoin, d'avoir à dire non, à faire le tri, c'est pas des choses en fait acceptables. Ça vous a vraiment impacté personnellement? Oui, je crois que sans cette étude, en fait, j'aurais pas compris la normalité de ce système-là. En fait, c'est devenu très concret pour moi. C'est pas des finalement toute cette politique sociale qui se base sur des pourcentages et des chiffres. Et 2%, c'est beaucoup trop quand il s'agit de la vie d'une personne. Et par rapport à ce vécu, à ce partage, oui, je peux affirmer que non, que c'est inacceptable de laisser les choses en l'état. Comment les Restaurants du Cœur ont accueilli votre ouvrage qui remet quand même en question son efficacité et son fonctionnement? Est-ce que vous avez eu des échanges à la suite? Comment il a été accueilli votre ouvrage? Je pense qu'il est bien accueilli par les bénévoles. Ça leur fait du bien d'avoir des mots sur leurs ressentis. De toute façon, c'est un travail qui est fait en recherche-action. Donc pour les bénévoles avec lesquels j'ai parcouru ces 5 années, c'est pas une surprise, hein, c'est beaucoup de choses qu'ils m'ont dit, c'est leur enseignement, c'est leur sens de la justice, c'était une chance de traverser tout ça avec eux. Donc voilà, ça vient poser des mots sur leurs ressentis et sur leur vécu, leur quotidien, peut-être rendre visible un petit peu cet univers invisible. Il me semble que c'est ça qui prédomine aujourd'hui. Après, le temps de la diffusion, il est un peu long parce que on est face à des personnes qui sont la tête dans le guidon et qui vont pas forcément s'arrêter sur des ouvrages universitaires. Du coup, je rencontre petit à petit différents bénévoles, différents centres dans différentes régions et j'ai des très bons retours sur le livre et le travail qui a été fait. Et comment vous envisagez justement l'utilisation des résultats de votre recherche-action à la fois par les restos mais aussi les pouvoirs publics? J'aimerais que ça participe à une prise de conscience qu'on peut vraiment faire mieux parce que les personnes méritent mieux et notre politique en fait mérite mieux. On est dans un pays riche, on produit énormément de richesses et on est capable de partager. La conclusion à laquelle vous arrivez, elle est sans appel. Le don permet de résister, mais ne permet pas la justice. Alors, pour véritablement changer les choses, vous évoquez une proposition qui a émergé en 2019, dont j'avais personnellement jamais entendu parler auparavant, et qui est assez révolutionnaire. C'est la sécurité sociale de l'alimentation, qui est qui serait comme une nouvelle branche à la sécurité sociale de santé. En quoi tient cette proposition? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors ce projet politique, il est très important. Il est très important quand en fait on se rend compte que le système est à bout de souffle pour les producteurs qui se suicident, qui sont en grande difficulté, pour des mangeurs insatisfaits au milieu de chaîne et puis qui n'y ont carrément pas accès à l'autre bout de la chaîne. Et que donc en effet, il faut transformer le système alimentaire et sortir l'alimentation du marché. Il faut resocialiser l'alimentation. Et en ça, on a un outil en France qui est la sécurité sociale de santé qui nous dit on a su faire et on peut faire. Donc on se base en fait sur les 3 piliers de la sécurité sociale de santé telle qu'elle a été imaginée et construite au sorti de la guerre par Ambroise Croizat et d'autres d'ailleurs. Donc le premier pilier, c'est l'universalité. J'ai parlé très brièvement dans l'impact sur les personnes de l'aide alimentaire du problème de la demande et de la honte ressentie lorsqu'on doit pousser à la porte d'une structure d'aide. L'universalité, ça veut dire que tout le monde a droit, quel qu'il soit, et qu'il n'y a plus aucune demande à effectuer. Et ce droit, c'est quoi? Alors on imagine ça au jour d'aujourd'hui comme une carte de sécurité sociale qui nous donne droit à 150 € pour aller chercher des aliments dans des structures spécifiques. Donc ça me permet d'amener un autre pilier, celui du conventionnement, c'est-à-dire que ces 150 € nous permettent d'avoir accès à des produits conventionnés. Des produits où, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, sont pas des experts selon des critères plus ou moins objectivables qui vont décider le prix de l'alimentation, mais les personnes concernées, les producteurs, les mangeurs, les transformateurs, les distributeurs, finalement les citoyens
qui se réunissent et qui vont dans des caisses fixer le prix des produits. Et enfin, sur le troisième pilier, la cotisation. On considère en fait que notre force de travail nous permet de créer cette autre branche et d'avoir des fonds suffisants pour se prémunir de ces nouveaux risques qui émergent aujourd'hui par rapport à l'inaccès à l'alimentation. Et donc, on cotise à hauteur de ses moyens, on reçoit à hauteur de ses besoins. C'est un partage, c'est de la solidarité pour resocialiser l'alimentation. C'est-à-dire à la fois doter toutes les personnes qui vivent en France de 150 € par mois pour accéder à une alimentation de qualité et d'autre part d'avoir l'argent nécessaire pour transformer les infrastructures. On ne pense pas que ce sont aux producteurs de se surendetter pour défendre un nouveau modèle agricole, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture est en souffrance parce qu'on leur impose d'acheter des grosses machines et de se surendetter pour produire ce trop dont on ne sait quoi faire. Et donc là, on propose à l'inverse de relocaliser l'agriculture pour pouvoir avoir à proximité une alimentation de qualité. Et du coup, c'est aussi un projet qui répond aux enjeux environnementaux aujourd'hui, aux enjeux de la géopolitique aujourd'hui, en se disant il faut vraiment qu'on construise une souveraineté alimentaire en réinstallant nombre d'agriculteurs autour de chez nous. Ce projet politique, il nécessite d'avoir 1 500 000 producteurs, alors qu'aujourd'hui, on en a 480 000, ce qui est insuffisant pour que tout le monde puisse accéder à des produits locaux, de qualité, et qui correspondent à ce que les gens ont envie de manger. Je trouve ça vraiment merveilleux en fait comme proposition parce qu'effectivement ça vient couvrir tous les aspects, tous les dysfonctionnements dont on a parlé pendant cet épisode, qui soient à la fois politiques, écologiques, sociologiques. En tout cas, j'ai hâte de voir les développements de cette proposition à l'avenir. D'ailleurs, je crois qu'il y a un collectif qui a été créé pour faire la promotion de cette proposition, pour la soutenir. Je voulais vous demander quelle est la position des structures historiques de l'aide alimentaire face à cette proposition. Je pense que pour le moment, ils sont en observation. C'est une grande découverte. Ça nécessite de se rencontrer. On est dans un système alimentaire qui a été complètement cassé, mis en miettes, et où du coup, il faut restaurer du commun et du collectif. Au jour d'aujourd'hui, on a tendance à gérer de manière très différente l'aide alimentaire et la question agricole, alors qu'elles sont profondément liées. Elles ont été liées par la loi de modernisation de 2010 qui vient nous dire que l'aide alimentaire est un débouché pour les agriculteurs. Et en ça, en fait, il y a tout un dialogue à initier pour que les agriculteurs, les acteurs de l'aide alimentaire, surtout l'agriculture paysanne, puissent, tous ces acteurs puissent rentrer en dialogue et choisir un autre système alimentaire qui correspond à leurs combats respectifs. Puisqu'en fin de compte, je parlais de résistance, mais c'est ça aussi qui est important d'avoir en tête. Les acteurs de l'aide alimentaire aujourd'hui, ils sont complètement, je sais pas quelle est la bonne expression, si c'est la tête dans le guidon ou sous l'eau par rapport aux demandes auxquelles il faut qu'ils répondent. Mais du coup, ils ont pas plein de temps en fait pour réfléchir à comment transformer tout ça, mais ils se rendent bien compte que le modèle est à bout de souffle et qu'ils sont utilisés pour faire autre chose que ce qu'ils veulent faire. Eux, ils ont été créés pour lutter contre la pauvreté et l'aide alimentaire est un moyen à leur action. Et c'est pas du tout une fin en soi de distribuer de la nourriture. C'est pour ça que l'avenir de ces structures est pas du tout à remettre en question. On en a besoin pour transformer le système. On a besoin des compétences de ces personnes. Et donc on est dans je pense, ce moment un peu historique de rencontre, de création c'est même pas création, mais d'écriture d'un récit commun, d'une histoire où on va en effet pouvoir transformer le système alimentaire tout en faisant face à des géants qui condamnent des personnes à la pauvreté parce qu'elles produisent ou parce qu'elles ne peuvent pas manger.
Donc finalement, ces structures historiques comme les restos ou le Secours catholique pourraient avoir un rôle de plaidoyer dans leur mission, justement pour pousser ce genre de propositions. Alors du coup, je parlais pas forcément du Secours catholique parce que son rôle de plaidoyer, il l'a réellement endossé. C'est plus facile en fait pour le Secours catholique d'endosser ce rôle de plaidoyer parce que ça fait longtemps qu'ils remettent en question les systèmes d'aide et de dons. Ça fait longtemps qu'ils sont convaincus qu'il faut plutôt apprendre à pêcher que donner du poisson. Pour reprendre leurs termes, mais pour d'autres structures, c'est moins évident parce que il est difficile à trouver ce moment où on va lâcher des personnes pour qui c'est essentiel d'être là. Quand on est dedans. Oui, c'est dur de sortir de l'urgence. Oui, voilà, parce que en fait, c'est vraiment des personnes qui n'ont rien d'autre si le bénévole ne passe pas. Et pourtant, il faut trouver le temps et l'énergie de penser à cette transformation sociale indispensable et nécessaire. Et moi, il me semble en fait que de plus en plus d'acteurs en fait s'y intéressent. Historiquement parlant, l'État il a délégué cette mission de l'aide alimentaire aux banques alimentaires qui ne font pas de dons directs, qui sont une structure en fait qui redistribue à d'autres structures. Au Resto du Cœur, au Secours populaire et à la Croix-Rouge. Et c'est bien auprès de ces acteurs qu'il faut qu'on arrive à construire des liens forts, tout en agissant finement parce qu'il faut absolument pas être naïf. On est dans un système qui est en train de remettre en question le capitalisme, de vouloir socialiser l'alimentation qui engraisse ce même capitalisme et toute l'agro-industrie qui en découle. Donc du coup, c'est pas si simple. D'arriver, je pense, pour elle, à trouver un point d'équilibre et à être embarquée dans ce projet-là. Et en même temps, je pense que c'est aussi grâce à eux et à leur agir qu'on pourra en fait transformer le système alimentaire. Ça ne pourra pas arriver sans eux. Bon, mais écoutez, Bénédicte, on arrive à la fin de cet échange. Est-ce qu'en guise de conclusion, on peut dire que malgré tout, la philanthropie reste plus efficace que l'État en matière d'aide alimentaire ? Alors, je sais pas si j'utiliserais le terme philanthropique. Moi, je dirais que ce qui marche mieux que l'État, c'est l'économie morale et l'agir viscéral des personnes. Et j'utiliserai ces mots parce que je pense que c'est davantage ce qui correspond à ce que les personnes ont dans leur tripes et sont prêtes à faire que finalement le philanthrope et tout l'imaginaire, et pas que l'imaginaire, toute la construction aussi politique de domination que peut avoir la philanthropie et le rôle qu'elle joue aujourd'hui en dictant qui doit manger quoi et comment. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.